Je n'aurais jamais pensé qu'un défi stupide changerait toute ma vie. C'était le soir du gala annuel de notre entreprise. Les lustres projetaient une lumière dorée dans toute la salle. Tout le monde était habillé comme s'il sortait tout droit d'une couverture de magazine. Tout le monde riait, faisait du réseautage, jouait la comédie, et moi, j'étais le créatif discret, recroquevillé dans un coin, desserrant mon col toutes les 5 minutes, comptant les sorties. C'est alors que mes collègues ont commencé à se donner des coups de coude et à chuchoter. Avec un sourire en coin, Marcus s'est penché vers moi et m'a dit « Joseph, je te mets au défi. Va t'asseoir à côté de Sarah. » La table est restée silencieuse pendant exactement 2 secondes, puis a éclaté d'un rire étouffé. Sarah, notre patronne, cette femme capable de mettre fin à une réunion d'un seul regard. Celle dont on entendait les talons à 3 couloirs de là et qui nous faisait automatiquement redresser la colonne vertébrale. Sereine, précise, inaccessible. J'aurais dû dire non, mais quelque chose, peut-être ce verre de vin, peut-être de la pure folie, m'a poussé à prendre mon verre et à m'approcher. Je me suis assis à côté d'elle, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, se contentant d'observer la pièce de ses yeux calmes et indéchiffrables. Puis elle s'est tournée vers moi lentement, délibérément. « Ça te dirait d'aller prendre un verre avec moi ?» J'ai oublié comment respirer. Pourquoi moi? Nous nous sommes dirigés ensemble vers le bar, elle en tête, moi derrière, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, même si rien de tout cela ne me semblait naturel. J'avais les paumes moites. Mes pensées partaient dans 17 directions différentes. Je n'arrêtais pas de me dire « c'est un piège, c'est une sorte de test. Elle va me poser des questions sur le projet Henderson et je vais me ridiculiser devant tout le monde au bar. » Mais elle n'a pas dit un mot sur le travail. Elle a simplement posé une main sur le comptoir du bar, a fait signe au barman avec cette assurance tranquille que j'avais toujours admirée de loin, et a commandé un verre de vin rouge sans regarder la carte. Puis elle s'est tournée vers moi, un sourcil légèrement haussé. « Et toi, hein ?» J'ai jeté un coup d'œil aux bouteilles derrière le comptoir comme si elles étaient écrites dans une langue étrangère. Ce qu'elle prend. Le coin de sa bouche s'est à peine esquissé. Presque un sourire, mais pas tout à fait. « Tu prends toujours tes décisions aussi vite ?» m'a-t-elle demandé. « Seulement quand je suis nerveux, ai-je admis avant de pouvoir m'en empêcher. » Elle m'a alors regardé, vraiment regardé. Pas comme elle regardait les rapports ou les présentations, quelque chose de plus discret que ça. « Au moins tu es honnête », dit-elle doucement, presque pour elle-même. Nous avons pris nos verres et nous nous sommes dirigés vers un coin plus calme de la salle, loin de la musique, loin des rires, loin des regards que je sentais déjà posés sur nous. Je me tenais à ses côtés. Nous observions tous les deux la foule. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. « Ils t'ont mis au défi », dit-elle. Ce n'était pas une question. Je sentis la chaleur me monter dans la nuque. Était-ce si évident? Marcus a le pire visage de poker de toute la salle, dit-elle d'un ton neutre. Je ris, je ne pus m'en empêcher. Et quelque chose dans mon rire fit légèrement retomber ses épaules, comme si elle les avait gardées crispées toute la soirée et qu'elle venait enfin de se rappeler qu'elle n'avait pas à le faire. « Alors pourquoi es-tu quand même venu ?» demanda-t-elle, les yeux toujours rivés sur la salle. J'ai pensé à mentir. J'ai pensé à dire quelque chose de lisse et d'insignifiant. Mais debout si près d'elle, dans ce coin plus calme d'une salle très bruyante, la vérité m'a semblé être la seule chose qui valait la peine d'être dite. Parce que tout le monde avait trop peur de le faire, ai-je dit, et je me suis dit que, dans le pire des cas, tu me renverrais à ma place. Elle resta silencieuse un instant. Et dans le meilleur des cas, demanda-t-elle, dans le meilleur des cas, peut-être que toi aussi, tu en avais marre d'être assise toute seule. Elle s'est alors tournée vers moi, et j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais jamais vu en 2 ans de travail à ses côtés. Quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Elle a pris une lente gorgée de vin. Puis elle a dit très doucement, « Le conseil d'administration fait pression pour une restructuration. Ils veulent supprimer 3 divisions créatives d'ici le 2e trimestre. » Ces mots ont retombé comme des pierres dans l'eau calme. « Sarah, ça fait 6 semaines que je me bats contre ça, » a-t-elle poursuivi. Sa voix était maîtrisée, mais trahissait une légère faiblesse. « Personne dans cette pièce n'est au courant, et j'ai besoin, » s'est-elle interrompue, se redressant. Cette douceur s'est refermée sur elle comme de l'eau sur une main. « Je m'excuse, » a-t-elle dit, sa voix retrouvant son ton professionnel. « C'était déplacé de ma part. »« Non, » ai-je répondu doucement. « Ce n'était pas le cas.
Elle me regarda une dernière fois, et dans ce bref intervalle, entre le moment où ses défenses se dressèrent et celui où la musique s'amplifia derrière nous, je le vis clairement. Le fardeau qu'elle portait seule, jour après jour. Elle n'était pas froide, elle était épuisée. Et pour des raisons que je ne pouvais pas encore expliquer, je ne souhaitais rien de plus que de m'assurer qu'elle sache qu'elle n'avait pas à être épuisée toute seule. Mais avant que je puisse ajouter un mot, son téléphone vibra sur le comptoir entre nous. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et toute trace de chaleur quitta son visage. En un instant, elle prit son verre, redressa les épaules et dit « Excuse-moi ». Puis elle s'éloigna. Je baissai les yeux vers l'écran de son téléphone qu'elle avait laissé brièvement visible. Le nom qui y figurait me fit serrer le cœur. Daniel. Ce nom me hanta tout le week-end. Daniel. Je ne savais pas qui c'était. Je n'avais aucune raison de m'en soucier. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont toute la chaleur de son visage s'était évanouie dès qu'elle avait vu ce nom. Cela s'était logé dans ma poitrine comme une écharde que je ne pouvais pas atteindre. Le lundi matin est arrivé comme tous les lundis matins. Une lumière grise filtrant à travers les stores du bureau. L'odeur de l'encre d'imprimante et du café rassis. Le léger bourdonnement des claviers et des conversations à voix basse. J'étais assis à mon bureau, dans l'aile créative, les yeux rivés sur un concept de marque à moitié terminé à l'écran, faisant semblant de travailler. Puis je les ai entendus, ces talons. Ce rythme mesuré et familier dans le couloir, régulier et délibéré, le genre de démarche qui se fraye un chemin dans les couloirs bondés, sans demander la permission. Elle a dépassé la cloison vitrée de notre service sans jeter un œil à l'intérieur, et j'ai expiré lentement, comme si j'avais retenu mon souffle depuis samedi soir. Marcus a déposé un dossier sur mon bureau et s'est adossé à la cloison. « Alors » a-t-il dit en souriant. « Comment s'est passé ton verre avec la Reine des Glaces ?»« Ne l'appelle pas comme ça » ai-je répondu sans lever les yeux. Marcus a cligné des yeux. « D'accord. » Il s'est redressé, m'observant un instant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Puis il a ramassé son dossier et s'est éloigné sans un mot. Je me suis remis à fixer mon écran. C'est 3 jours plus tard que tout a basculé. Sarah m'a convoqué dans son bureau, ni par l'intermédiaire de son assistante, ni par email. Elle est apparue elle-même à la porte de l'aile créative, ce qui n'arrivait jamais, et a simplement dit « Joseph, dans mon bureau. 5 minutes. » Tout le service a levé les yeux. J'ai rassemblé mon portfolio et mon carnet de notes, et je l'ai suivi dans le couloir, sentant 14 paires d'yeux braqués sur mon dos. Son bureau était tout en ligne épurée et en lumière tamisée, avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ville, et une seule orchidée posée au coin de son bureau que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle m'indiqua la chaise en face d'elle, s'assit et ouvrit un mince dossier. « La campagne Morrison », dit-elle. « J'ai examiné 3 concepts proposés par l'équipe. Aucun ne convient. J'ai regardé tes croquis préliminaires du mois dernier. » Elle tourna le dossier vers moi. « Mes propres croquis, ceux que j'avais soumis presque en m'excusant, convaincu qu'ils étaient trop peu conventionnels. Ceux-là sont parfaits, dit-elle simplement. Je la fixais. Ce n'étaient que des ébauches. Je ne pensais pas qu'ils étaient prêts. Ils ne sont pas aboutis, admit-elle. Mais l'intuition est bonne. Je veux que tu les développes. Concept complet. 2 semaines. Quelque chose de chaleureux et d'inconnu me serra la poitrine. J'avais passé 2 ans dans cette entreprise, à me recroqueviller dans un coin lors des projets d'équipe, laissant des voix plus fortes faire valoir mes idées. La voilà qui me rendait mes ébauches comme si elles avaient de la valeur. « Pourquoi moi ?» ai-je demandé. La même question que je m'étais posée lors du gala. Elle a levé les yeux du dossier. « Parce que tu vois les choses différemment de tous les autres dans ce service. Tu ne te fais tout simplement pas assez confiance pour le montrer. » Ces mots m'ont touché au plus profond de moi. Là où tout est calme, j'ai acquiescé lentement. « D'accord, » ai-je dit. « Je vais le faire. » « Bien. » Elle a fermé le dossier. Puis, après une brève pause, « Comment prends-tu ton café ?» J'ai cligné des yeux. « Désolé, tu vas passer du temps ici à passer en revue tes références avec moi. J'aimerais savoir comment tu prends ton café, Joseph Black, a-t-elle dit. 2 sucres, c'est noté. » Elle se tourna vers son écran, signalant que la conversation était terminée. Mais alors que je me levais pour partir, je l'ai remarqué. Un détail infime, le coin de sa bouche. Ce mouvement à peine perceptible que j'avais aperçu pour la première fois au Galibar, presque un sourire, mais plus chaleureux cette fois-ci. Au cours des 2 semaines qui suivirent, j'ai appris des choses sur Sarah
que personne dans cet immeuble n'aurait cru. Elle gardait dans le tiroir de son bureau un roman de poche usé, dont la page 112 était cornée, comme si elle essayait de le terminer depuis des mois sans jamais vraiment en avoir le temps. Elle prenait son café sans sucre, avec une seule goutte de lait d'avoine, qu'elle dosait toujours avec précision. Quand elle réfléchissait intensément, elle tapotait sa paume gauche avec son stylo, en un rythme lent et régulier. Et quand quelque chose l'amusait vraiment, pas ce sourire professionnel de politesse, mais quelque chose d'authentique, ses yeux changeaient avant même que sa bouche ne bouge. J'ai commencé à ne vivre que pour ces moments-là. Les fins de soirée devenaient un univers tranquille à part entière. Juste la lampe de son bureau, les lumières de la ville sous les fenêtres, mes croquis étalés entre nous, et sa voix plus douce et moins sur la défensive qu'elle ne l'avait jamais été en réunion. Nous parcourions les idées avec une précision qui donnait à mon esprit créatif le sentiment d'être véritablement compris pour la première fois. Cet élément-là, dit-elle un soir, en se penchant au-dessus du bureau pour désigner une composition sur mon tableau. Elle était assez proche pour que je puisse percevoir le parfum discret de son parfum, chaleureux et discret. Déplace-le vers la gauche. Donne-lui de l'espace pour respirer. Si je le déplace vers la gauche, ça perdra la tension avec le titre, répondis-je. Elle se redressa et me regarda. Tu n'es pas d'accord avec moi, Joseph? Je te présente un autre point de vue, répondis-je prudemment. Un silence. Alors c'est la même chose, c'est ça? Elle regarda à nouveau le tableau, puis me regarda à nouveau. Déplace-le vers la gauche, puis montre-moi ce que tu entends par tension. Je m'exécutai, et elle resta silencieuse un long moment en étudiant le résultat. Tu avais raison, dit-elle enfin, doucement, comme si cela lui coûtait quelque chose d'insignifiant et qu'elle était prête à le payer. Je n'en ferai pas une habitude, répondis-je. Et cette fois-là, elle a réellement souri. Mais le soir du 14, quand je suis arrivé à son bureau avec les dernières planches conceptuelles sous le bras, je l'ai trouvée debout près de la fenêtre, dos à la porte. Elle ne s'est pas retournée quand je suis entré. Elle avait les bras croisés. Ses épaules étaient relevées de cette façon que je reconnaissais désormais, non pas comme un signe de domination, mais de tension. « Sarah, ferme la porte », a-t-elle dit doucement. Je l'ai fait. « Il revient », a-t-elle dit, toujours face à la fenêtre. « Daniel. Le conseil d'administration l'a engagé en tant que consultant senior. Il commence lundi. » La pièce m'a soudain semblé plus petite. « Vraiment ?» Je me suis interrompu. J'ai réévalué la situation. « Tu veux en parler ?» Elle s'est alors retournée, et l'expression sur son visage était une expression que je n'avais jamais vue auparavant et dont j'espérais ne jamais être la cause. Défensive, effrayée. « Je ne sais pas comment m'y prendre », murmura-t-elle. Et là, debout, mes dossiers sous le bras, la ville scintillant derrière elle, je pris conscience d'une chose que je savais au fond de moi depuis 2 semaines, mais que je ne m'étais pas encore autorisé à dire. J'étais en train de tomber complètement, irrémédiablement amoureux d'elle, et tout était sur le point de devenir très compliqué. Daniel arrive un lundi. Je savais que c'était lui avant même que quiconque ne nous présente. Il traversa le rez-de-chaussée avec cette aisance que seul peut avoir celui qui n'a jamais douté de lui-même un seul jour de sa vie. Des épaules larges, un costume gris sur mesure, un sourire qui illuminait toute la pièce sauf ses yeux. Le genre d'homme qui impose sa présence non pas par sa chaleur, mais par son assurance. Je l'observais depuis l'aile créative tandis que l'assistante de Sarah le conduisait vers le couloir de la direction. Il s'est arrêté à mi-chemin, a balayé du regard le bureau ouvert avec une expression satisfaite, puis, comme s'il sentait des regards posés sur lui, s'est retourné et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai baissé les yeux vers mon écran. « Super », me suis-je dit. Il est exactement comme je l'avais imaginé. Dès le mercredi, Daniel s'était déjà mis à l'aise. Il a assisté à 3 réunions de service. Il riait aux éclats de ses propres remarques. Il avait l'habitude de poser brièvement la main sur l'épaule de la personne à qui il s'adressait. Un petit geste possessif que j'ai remarqué plus que je n'aurais dû. Et il observait Sarah. Pas de manière évidente, pas d'une façon que quiconque aurait pu remarquer. Mais moi, je l'ai remarqué. La façon dont ses yeux suivaient ses mouvements à travers la pièce. La façon dont il se tournait vers elle pendant les discussions de groupe. La façon dont il trouvait des raisons de s'attarder près de la porte de son bureau. Cela me serrait la mâchoire d'une manière que je n'avais pas le droit de ressentir sur le plan professionnel. Jeudi après-midi, Sarah m'a fait venir dans son bureau. Elle était à son bureau, mais elle ne travaillait pas. Elle était assise, immobile,
les mains jointes sur le bureau devant elle, le regard fixé sur un point quelque part au-delà de la fenêtre. Je me suis assise en face d'elle. « Il m'a invité à dîner », a-t-elle dit, sans préambule. J'ai gardé une expression neutre. « Qu'est-ce que tu as répondu ?» J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle m'a alors regardé, ce qui était une erreur, car maintenant j'y pense. « Qu'est-ce que ça fait d'y penser ?» ai-je demandé avec prudence. Elle est restée silencieuse un long moment, comme si elle se tenait au bord de quelque chose dont j'étais déjà tombé une fois. Je me suis légèrement penché en avant. « Alors n'y va pas. Ce n'est pas si simple, Joseph. » Elle a brièvement appuyé ses doigts contre sa tempe. « Il est ici en tant que consultant du conseil d'administration. Ma relation avec lui, quelle qu'elle ait été, va influencer la façon dont je vais gérer les 6 prochains mois sur le plan politique. Si je me montre hostile, ça prendra une tournure personnelle. Si je me montre trop conciliante, ça deviendra à nouveau personnel. » J'ai terminé. Elle m'a regardé avec un mélange de gratitude et d'épuisement. Oui, je voulais en dire plus. Je voulais lui dire « ne pars pas », parce que je passerais toute la soirée incapable de penser à autre chose. Je voulais lui dire « tu m'as déjà laissé entrevoir davantage de toi-même que tu n'en as jamais montré à quiconque dans ce bâtiment. Et je ne vais pas faire comme si cela n'avait aucune importance. » Mais j'étais son employé et elle était ma supérieure. Et il existait des règles, tacites ou très clairement énoncées, qui définissaient précisément où s'arrêtait ce couloir. Alors, à la place, j'ai dit « quelle que soit ta décision, tu n'as pas à la gérer seule. » Elle a soutenu mon regard un instant de plus que nécessaire. Puis elle a hoché lentement la tête et a reporté son regard vers la fenêtre. Le lendemain, je les ai entendus par hasard dans le couloir, devant la salle de réunion. Je n'essayais pas d'écouter. Je rapportais un dossier à la réception quand la voix de Daniel a résonné au détour du couloir. Basse et intime, destinée à rester privée, mais juste assez forte pour marquer son territoire. Tu as l'air fatiguée, Sarah. Tu en fais trop. Ça a toujours été le cas. Une pause. Je vais bien, dit-elle d'un ton sec. Au travail, tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien avec moi. Une autre pause. Plus longue. Je me suis retourné et je suis reparti par où j'étais venu avant de pouvoir entendre quoi que ce soit d'autre. Parce que je savais pertinemment que si je restais encore 10 secondes, je passerais ce coin et ferais quelque chose qui me coûterait à la fois mon emploi et mon sang-froid. Ce soir-là, je suis resté tard dans l'aile créative. Le bureau s'était vidé. Les lumières étaient réglées sur leur mode de gradation automatique. J'étais à mon bureau, les yeux rivés sur une maquette que j'avais réarrangée 11 fois sans parvenir à l'améliorer. Quand j'entendis des pas ses talons, c'était différent, plus lent. Daniel apparut devant la cloison vitrée de l'aile créative. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur, m'aperçut et ouvrit la porte avec cette assurance désinvolte et imperturbable que je commençais à détester sincèrement. « Joseph, c'est ça ?» dit-il. « Sarah t'a mentionné, le responsable créatif de la campagne Morrison. »« C'est exact, » répondis-je d'un ton neutre. Il jeta un regard autour du service avec un intérêt modéré. « Bel espace. Les créatifs ont besoin d'espace pour réfléchir. » Il se tourna à nouveau vers moi. « Elle parle de toi en termes élogieux, tu sais. »« Je ne dis rien. Je pensais juste que tu devais le savoir, » ajouta-t-il. Son sourire resta immuable. Sarah n'accorde pas ce genre d'attention à la légère. Quand elle le fait, fit-il une pause, cela signifie généralement quelque chose pour elle. Il laissa cette phrase flotter entre nous juste assez longtemps. Puis, « Bonne nuit, Joseph. » Il partit. Je restai immobile un long moment après la fermeture de la porte. Et c'est alors que je compris avec une clarté absolue ce qu'il venait de faire. Il n'était pas venu pour me complimenter. Il était venu me rappeler la distance qui séparait l'endroit où j'étais assis de celui où elle se tenait. Et le pire, c'est que ça marchait. La campagne Morrison a été lancée un jeudi. La présentation s'est déroulée à la perfection. Chaque composition, chaque concept, chaque détail que Sarah et moi avions discrètement élaboré au cours de 14 soirées passées à travailler tard s'affichait sur l'écran de la salle de réunion comme quelque chose dont j'étais sincèrement fier pour la première fois de ma vie professionnelle. Le conseil d'administration a applaudi. Le client m'a serré la main. Quelqu'un a utilisé le mot « visionnaire » et Sarah s'est levée au fond de la salle pour déclarer clairement et sans hésitation « c'est le travail de Joseph ». Je l'ai seulement aidé à y croire. J'ai fixé la table devant moi. J'avais la gorge serrée d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Après la réunion, dans le couloir, Marcus m'a saisi par l'épaule
et m'a secoué. C'est exactement ce que je veux dire. C'est tout toi, mec. J'ai hoché la tête, j'ai souri, j'étais sincèrement touché, mais de l'autre côté du couloir. À travers la baie vitrée de la salle de réunion, je pouvais voir Daniel debout à côté de Sarah, une main posée sur la table près de la sienne, lui murmurant quelque chose à l'oreille, tandis que les clients sortaient les uns après les autres. Et d'un seul coup, la chaleur dans ma poitrine s'est refroidie. C'était les RH qui passaient en premier. Vendredi matin, 9h47. Je me souviens de l'heure, car je venais tout juste de poser mon café, lorsque Margaret, des ressources humaines, est apparue à la porte de l'aile créative et m'a demandé si j'avais un moment. Son bureau sentait le désodorisant et les formules diplomatiques. Elle s'est assise en face de moi, un mince dossier à la main et l'air mesuré, et m'a dit « Joseph, nous avons reçu une remarque et je tiens à être clair. À ce stade, il s'agit d'une remarque informelle concernant le temps que vous passez dans le bureau de Sarah, en dehors des heures normales de travail sur le projet. » J'ai gardé mes mains immobiles sur mes genoux. « Nous travaillons sur la campagne Morrison, qui est désormais terminée, » a-t-elle ajouté doucement. Le signalement indique que cette situation s'est poursuivie au-delà du cadre du projet. « Qui a fait ce signalement ?» ai-je demandé. Elle a regardé le dossier. « Je ne suis pas en mesure de vous le dire. » Elle n'avait pas besoin de le faire. « Je tiens à vous rappeler, » a-t-elle poursuivi, la politique de l'entreprise concernant les relations personnelles entre des employés dont les niveaux hiérarchiques sont très différents. Elle existe pour protéger les deux parties. Il n'y a pas de relation personnelle, ai-je répondu. Ces mots me semblaient étranges dans ma bouche, trop neutres, trop faciles. Je suis ravi de l'entendre, a-t-elle dit. Je veux simplement m'assurer que cela reste ainsi, autant pour votre bien que pour le sien. Je suis retourné à mon bureau, je me suis assis et je suis resté immobile pendant un très long moment. Je n'ai pas parlé à Sarah de cette réunion avec les RH. Je me suis dit que c'était pour la protéger. Qu'ajouter cela à tout ce qu'elle avait déjà à supporter serait injuste. Qu'est la chose professionnelle, la bonne chose à faire, était de mettre une certaine distance et de laisser l'attention retomber. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai arrêté de rester tard. Je répondais à ses messages de manière professionnelle et laconique. Quand elle apparaissait à la porte de l'aile créative, j'étais toujours en train d'aller quelque part. J'étais poli, constant, inaccessible, et je détestais chaque seconde de tout cela. Elle s'en est aperçue au bout de 4 jours. Je savais qu'elle l'avait remarqué parce qu'elle n'a rien dit. Sarah, qui disait toujours ce qu'il fallait dire avec précision, est restée complètement silencieuse à notre sujet. À propos de cette chose tranquille et sans nom qui s'était construite dans ce bureau au fil de 14 soirées, de 2 tasses de café et d'un sourire à peine esquissé que j'avais gardé précieusement quelque part. Elle s'est tue et son silence en disait long. C'était un mardi soir que Daniel a trouvé l'occasion de s'immiscer. Je n'étais resté tard qu'une seule fois, contre mon gré, parce qu'une échéance l'exigeait. J'étais dans le couloir près de l'ascenseur quand j'ai entendu des voix élevées venant du bureau de Sarah. Pas des cris, mais des tons vifs. Sous pression, je me suis arrêté. « Tu t'éloignes de tout le monde, Sarah. » Le conseil d'administration l'a remarqué. Moi aussi. La voix de Daniel était douce, mais avec une pointe d'agacement sous-jacente. « Je vais bien. » Elle a répété ce mot, son armure. « Tu ne vas pas bien. Tu t'isoles. Et quelle que soit la distraction à laquelle tu t'adonnes avec ce créatif, arrête. » Sa voix était basse et catégorique. « J'essaye de te protéger. » Il a dit que cette politique existait pour une bonne raison. Toi, plus que quiconque, tu ne peux pas te permettre un scandale en ce moment. Pas alors que la restructuration est toujours à l'ordre du jour. Pas avec tout ce que je sais de ce que le conseil d'administration dit à huis clos. Un long silence. « Que veux-tu dire, Daniel ?»« Je veux dire, répondit-il prudemment, que je reste l'option la plus sûre dont tu disposes, tant sur le plan professionnel que personnel, et je pense qu'au fond de toi, tu le sais. Arrête, tu le sais bien. Je me suis adossé au mur du couloir. Mes mains n'étaient pas tout à fait fermes. Puis j'ai entendu sa voix, plus douce que je ne l'avais jamais entendue, dépouillée de toute professionnalité, de toute mise en scène. Je veux que tu quittes mon bureau. Une pause, des pas. Daniel émergea du couloir devant moi et passa à côté de moi en direction de l'ascenseur sans me prêter attention, ce qui m'indiqua qu'il savait que j'étais là. Je restais immobile dans le couloir pendant un long moment, puis je me dirigeai vers la porte de son bureau, qui était toujours ouverte, et frappai doucement sur le cadre. Elle se tenait à nouveau près de la fenêtre, dos à moi, les bras croisés,
les lumières de la ville en contrebas, baignant tout d'une lueur dorée pâle. « J'ai entendu, dis-je simplement. « Je suis désolé, répondit-elle sans se retourner. « Joseph, dit-elle très doucement, pourquoi m'as-tu évité ?» Et voilà, la question que je portais en moi depuis 11 jours. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Puis parce qu'elle avait été honnête avec moi alors que cela lui avait coûté quelque chose, et parce qu'elle méritait la même chose, je lui dis la vérité. On m'a appelé au bureau. Quelqu'un a déposé une réclamation. J'essayais de protéger ton poste. Le silence qui suivit fut le plus long de ma vie. Elle se retourna lentement, et l'expression sur son visage fit éclater en moi quelque chose dont je n'étais pas sûr de pouvoir refermer la brèche. Elle me regarda longuement sans parler, non pas avec colère, ni avec cette expression posée et indéchiffrable qu'elle arborait dans les salles de réunion et les couloirs. Quelque chose de bien plus dépourvu de retenue que cela. Quelque chose qui traversait son visage comme le temps, comme si elle était aux prises avec quelque chose d'énorme et de silencieux, et qu'elle avait oublié, l'espace d'un instant, de le cacher. Puis elle a dit « Assieds-toi, Joseph ». Je me suis assis. Pas elle. Elle s'est dirigée vers la fenêtre et s'est tenue debout, me tournant partiellement le dos, une main posée contre la vitre. La ville en contrebas n'était qu'ambre et lointain. « Quand j'avais 31 ans, commença-t-elle, j'étais exactement là où tu es maintenant, à un poste subalterne. Discrète, convaincue que si je travaillais assez dur et que je restais suffisamment effacé, les bonnes personnes finiraient par me remarquer. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté d'écouter. Daniel était mon supérieur. Puis il a remarqué un silence. Il était brillant et sûr de lui, et il m'a donné l'impression d'exister. Pour la première fois depuis très longtemps, sa main s'est appuyée un peu plus fort contre la vitre. Et puis le conseil d'administration lui a proposé un poste dans une autre ville, et il est parti. Pas de discussion, pas d'avertissement, il était simplement parti. Et je me suis retrouvé seul à assumer tous les risques professionnels que j'avais pris pour lui. La pièce était très calme. J'ai tout construit toute seule après ça, a-t-elle dit. Chaque promotion, chaque campagne, chaque salle dans laquelle je devais entrer 2 fois mieux préparée que tout le monde, juste pour être prise à moitié aussi au sérieux. Elle s'est alors tournée vers moi. Cette froideur dont tout le monde parle. Ce n'est pas qui je suis, Joseph. C'est ce que j'ai construit, pour m'assurer que personne ne puisse plus jamais me faire ça. J'ai senti le poids de cette phrase s'installer dans la pièce comme une présence physique. Et puis tu t'es assis à côté de moi lors d'un gala, a-t-elle dit doucement. À cause d'un défi. Et, d'une manière ou d'une autre, elle s'est interrompue, à regarder sa main posée contre la vitre. D'une manière ou d'une autre, tu m'as redonné l'impression d'exister, sans le vouloir, sans rien demander en échange. Sarah, je n'ai pas fini, a-t-elle dit à voix basse. J'ai fermé la bouche. Je sais ce que dit la politique. Je sais ce que Daniel essaye de faire. Il utilise tous les leviers professionnels à sa disposition pour me coincer dans un coin où il apparaîtra comme la seule option stable. Sa voix était ferme, mais son regard ne l'était pas. Et celle que j'étais il y a 5 ans l'aurait laissé faire, car cette version de moi-même croyait que la sécurité primait sur la vérité. Elle s'avança vers le bureau, vers moi, et s'arrêta suffisamment près pour que je puisse voir le moment précis où son sang-froid et son honnêteté décidèrent de cohabiter. « Mais j'en ai tellement marre, dit-elle, d'être en sécurité. » Je me levai lentement. Nous étions proches à présent. Plus proches que le bureau, les maquettes, les tasses à café et toute la distance professionnelle prudente ne l'avaient jamais permis. « Je ne vais nulle part, dis-je. Pas à cause de Daniel. Pas à cause d'une politique rédigée par des gens qui n'ont jamais connu le moindre désagrément de leur vie. Tu pourrais perdre ton poste, dit-elle. Je sais que cela pourrait affecter ta carrière pendant des années. Je le sais aussi. Elle scruta mon visage. Pourquoi, Joseph? Tu es jeune. Tu as du talent. Tu as toutes les raisons de t'éloigner de tout ça et de te protéger. J'y ai réfléchi un instant. À ce créatif discret qui avait passé 2 ans à se faire tout petit. À cet homme qui avait pris son verre lors d'un gala parce que tous les autres avaient trop peur de le faire. Parce que tu as regardé mes croquis, ai-je répondu, et que tu m'as dit que mon instinct était juste. Parce que tu mesurais ton café à la goutte près, et que tu gardais un livre de poche que tu n'avais jamais eu le temps de finir. Parce que tu as mené à bien toute une restructuration à toi seul pendant 6 semaines et que tu n'as craqué qu'une seule fois dans un bar, à côté d'un homme que tu connaissais à peine, et même là, tu t'es excusé. Son souffle était très discret, car la première fois que tu as failli me sourire, ai-je dit,
J'ai décidé que je voulais passer beaucoup de temps à mériter le vrai sourire. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. De tout ce que nous avions soigneusement évité de dire au cours de 14 soirées, 11 jours de distance et un très long couloir. Elle tendit la main et la posa sur la mienne, posée sur le bureau. Chaleureuse, ferme, délibérée. Je vais m'adresser au conseil d'administration, dit-elle, non pas pour créer un scandale, mais parce que la politique, telle qu'elle est rédigée, est utilisée comme une arme par quelqu'un qui en comprend mieux le langage que l'intention. Et ça s'arrête maintenant. Et Daniel, ai-je demandé. Son expression s'est figée sur quelque chose que je reconnaissais, pas de la froideur, de la clarté. Daniel a fait son choix il y a 10 ans, a-t-elle dit. Je fais le mien maintenant, a-t-elle ajouté en se redressant, en redressant les épaules. Et pour la première fois, la force de sa posture ne ressemblait pas à une armure. Elle ressemblait à la liberté. « Rentre chez toi, Joseph, dit-elle doucement. Va dormir, fit-elle après une pause, et apporte-moi lundi quelque chose qui vaille la peine d'être débattu. Je pris ma veste posée sur la chaise près de la porte. Je me retournai. Pour ce que ça vaut, dis-je, tu as toujours été visible à mes yeux depuis le début. Elle ne répondit pas, mais son regard changea avant même que sa bouche ne bouge. Et cette fois, c'était le vrai. La réunion du conseil d'administration avait lieu un mercredi. Je n'étais pas dans la salle. Je n'avais pas le droit d'y être, mais j'étais assis à mon bureau dans l'aile créative, mes écouteurs autour du cou et les yeux rivés sur un écran que je n'avais en réalité pas regardé depuis 40 minutes. Et j'attendais. Marcus était assis en face de moi, faisant semblant de travailler, levant parfois les yeux avec l'expression de quelqu'un qui sait qu'il se passe quelque chose d'important et qui a la décence de ne pas poser de questions. À 11h43, l'assistante de Sarah a traversé l'aile créative et a déposé sans un mot une note imprimée sur le bureau du chef de service. J'ai regardé le chef de service la lire, j'ai vu ses sourcils se lever, je l'ai vu la reposer soigneusement. Il m'a regardé de l'autre côté de la pièce et a hoché la tête une fois. La politique n'avait pas été supprimée. Cela aurait été trop simple, et Sarah ne s'intéressait jamais à la simplicité. Ce qui l'intéressait, c'était la justesse. Ce qui avait changé, c'était sa formulation. Une révision formelle proposée par Sarah et appuyée par 2 membres du conseil d'administration qui, apparemment, étaient discrètement mal à l'aise depuis un certain temps avec son application, et qui établissait une distinction entre les relations d'exploitation et les relations consensuelles entre collègues de grades différents. C'était précis, c'était professionnel, c'était tout à fait elle. Le contrat de consultant de Daniel n'a pas été renouvelé à la fin du trimestre. Il est parti un vendredi, comme il l'avait apparemment toujours fait, sans cérémonie, sans un mot. Je l'ai regardé traverser le hall principal, depuis la fenêtre de l'aile créative, et je n'ai ressenti rien d'autre qu'un soulagement tranquille et pur. Sarah et moi, nous ne nous sommes pas précipités. Il me semblait important de le préciser, car l'histoire de 2 personnes qui se trouvent est si souvent racontée, comme si le moment de la décision était aussi celui de l'aboutissement. Ce n'est pas le cas, ce n'est que le moment où la porte s'ouvre. Nous avons d'abord pris un café, un vrai café, à l'extérieur du bâtiment, dans un petit établissement situé 2 rues plus loin, avec des chaises dépareillées et un menu écrit à la craie sur un tableau noir. Elle l'a commandé sans sucre et avec une seule goutte de lait d'avoine. J'ai commandé le mien noir avec 2 sucres. La femme derrière le comptoir nous a regardés tous les deux et a dit « des opposés » avant de retourner à la machine. Sarah m'a regardé par-dessus le bord de sa tasse. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tout à fait raison non plus, ai-je dit. Non, a-t-elle acquiescé. Pas tout à fait. Il y a eu des semaines difficiles. Je ne vais pas prétendre le contraire. Il y avait des collègues qui chuchotaient et quelques-uns qui affichaient ouvertement leur scepticisme. Il y avait des matins où la distance professionnelle que nous maintenions encore lors des réunions ressemblait à une étrange mise en scène, et des soirées où je me demandais si je n'avais pas compliqué sa vie plus que je ne l'avais enrichie. Je lui ai raconté cela un soir, tard au téléphone, alors que la ville était calme et sincère. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit « Joseph, avant toi, ça faisait 8 mois que je tournais en rond sur la même page de ce roman, et maintenant, je me suis lancé. Je l'ai terminé mardi dernier, a-t-elle ajouté. Ça valait le coup d'attendre. Je suis resté sans rien dire pendant un moment après ça. C'est peut-être la chose la plus romantique que tu m'aies jamais dite.
ai-je fini par articuler. N'en fais pas trop, a-t-elle répondu. Mais je pouvais l'entendre. Ce sourire qui s'était dessiné dans ses yeux 1 an plus tard. C'était à nouveau la soirée du gala annuel. La même lumière de lustre, la même foule en tenue de soirée, la même musique douce qui traversait la salle comme un rappel. Je me tenais près du bar, observant la salle, sans ressentir l'anxiété que j'avais éprouvée dans ce même espace 12 mois auparavant. Sarah apparut à mes côtés, sans se presser, avec cette présence mesurée et délibérée, mais plus douce à présent. Le genre de force qui n'a pas besoin de s'afficher. Elle se tenait assez près pour que nos bras se touchent. « Quelqu'un t'a mis au défi de t'asseoir à côté de moi cette année ?» m'a-t-elle demandé, le regard tourné vers la salle. « Pas besoin de défi », ai-je répondu. Elle s'est tournée vers moi et je l'ai vue. Toute la séquence pour laquelle j'avais appris à vivre. Les yeux d'abord, puis la bouche, chaleureuse, authentique et entièrement sienne. « Bonne réponse », dit-elle doucement. Je me suis penché et j'ai pris sa main. Elle m'a laissé faire. Et dans cette salle pleine de bruit et de lumière, où chacun donnait le meilleur de soi-même, nous n'étions que 2 personnes debout ensemble, en silence, ce qui, en fin de compte, représentait tout. Si cette histoire vous a touché au bon moment, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Il y a d'autres histoires comme celle-ci, et chacune d'entre elles vaut le détour.